il l'a déjà lu. Je vais vous parler aujourd'hui d'apprentissage en famille, plus particulièrement de la recherche sur l'apprentissage en famille. Donc, le contexte de cette conférence, je suis étudiante au doctorat. Je suis en deuxième année et mes intérêts de recherche sur l'apprentissage en famille se portent d'un point de vue d'administration d'éducation. L'année dernière, donc en première année, on va faire un examen de synthèse doctorale qui consistait en une revue de littérature de la recherche portant sur l'apprentissage en famille en général et pas simplement sur les études. Et afin de pouvoir élaborer ma problématique de thèse cette année. Donc, je précise que je ne travaille pas dans le contexte scolaire, mais pas l'alternative. Mais dans un domaine plus large d'éducation alternative, j'ai également fait plusieurs lectures informelles sur le sujet et il m'apparaissait pertinent pour ce colloque de présenter certains éléments de ma revue de littérature qui, selon moi, peuvent contribuer à nourrir le débat sur l'éducation alternative publique en général et qu'elle soit présente dans un milieu scolaire ou dans un milieu pas scolaire. Je vais juste repréciser, donc j'utilise le terme apprentissage en famille parce que c'est ce qu'on fait depuis hier. Et pourquoi on utilise ça au lieu de école à la maison, apprentissage en famille au Québec, c'est que ce terme fait généralement consensus parmi les familles québécoises parce qu'il est plus représentatif de leur réalité. C'est-à-dire que ces familles ne reproduisent pas forcément le modèle scolaire régulier et l'enseignement et l'apprentissage ne se situent pas forcément entre les 4 murs de la maison, mais dans d'autres milieux. Donc, voilà un petit résumé des différentes dimensions que j'ai abordées dans ma revue de littérature. Donc, je suis allée chercher un certain nombre d'articles dans divers pays, vraiment à l'international. Il y en a notamment beaucoup aux États-Unis parce que la recherche est un petit peu plus productive depuis plus d'années parce que le contexte d'apprentissage en famille est plus développé. Donc, ces textes-là, je les ai regroupés en 4 grandes dimensions. Donc, l'historique, le portrait actuel de l'apprentissage en famille, les enjeux de cette pratique éducative et la place de l'apprentissage en famille plus généralement dans la société. Donc, les éléments que je vous mets en rouge, c'est les éléments que je vais aborder dans cette communication aujourd'hui parce que on a juste 20 minutes. C'était les éléments qui me paraissaient les plus pertinents pour nourrir le débat sur également les écoles alternatives publiques. Donc, c'est ça. Je vais partir sur le contexte social, les différents indicateurs qui font que les parents font le choix de l'apprentissage en famille, quelle forme d'implication parentale ça suppose, au niveau des enjeux, qu'est-ce que les recherches disent sur la réussite académique de ces enfants, sur l'accès à des études postsecondaires. Puis je ferai une petite réflexion un petit peu plus large sur le concept d'éducation alternative parce qu'on s'en rend compte qu'on lui donne tous des définitions différentes. Je fais un petit premier aparté au niveau de la transférabilité des recherches. Donc, il faut savoir que les résultats que je présente ici sont exclusivement issus de la recherche sur l'apprentissage en famille, donc pas dans les milieux scolaires. Puis le domaine de recherche sur l'apprentissage en famille est un domaine assez jeune. On peut dire que dans les 20 dernières années, il y a une augmentation du nombre de publications et de recherches initiées par les chercheurs sur le sujet. Mais dans un domaine de recherche jeune, il y a certains textes où je fais des petits bémols parce qu'on peut observer des biais méthodologiques. Sur certains textes, on a des échantillons qui sont basés sur des participants qui sont volontaires, qui peuvent entraîner des biais, ou même des échantillons de contenance. Pour certaines recherches, il y a eu un contrôle insuffisant de certaines variables. Par exemple, le profil socio-démographique de la famille n'avait pas été pris en compte dans l'analyse des résultats. Ou encore, certains chercheurs ont des petites confusions entre causalité et corrélation. On s'entend qu'il n'y a pas de recherche quasi expérimentale ou expérimentale en apprentissage en famille. Donc, on ne peut pas parler de causalité. On peut parler de corrélation au minimum. Fait que moi, quand je présente des résultats de revue de littérature, je vais plutôt parler de tendance. Ensuite, il y a beaucoup d'approches qualitatives. Donc, c'est des recherches qui sont très pertinentes parce qu'elles permettent d'éclairer des
points de vue ou des situations très très spécifiques, mais les limites sont qu'on ne peut pas généraliser à une population dans son ensemble. Et j'ai fait aussi également attention à quelques textes qui sont rhétoriques ou orientés. On parle là d'auteurs qui sont financés par des organismes privés de lobbyisme, de recherche privée, ou des textes plus juridiques ou légaux qui consistent en des plaidoyers en faveur de l'apprentissage en famille. Il faut retirer les arguments, mais pas forcément dépasser des fois certaines conclusions des auteurs. Donc, ceci étant dit, je commence par le contexte social. Donc, je me base sur une revue de littérature de Murphy et ses collègues qui ont recensé un certain nombre de recherches sur le sujet. Puis leur objectif, c'était d'identifier s'il y avait des éléments qui indiquaient que les familles étaient plus susceptibles de faire le choix de l'apprentissage en famille que d'autres. Ils ont regroupé ça en deux types d'éléments, les éléments environnementaux et les éléments familiaux. Concernant les éléments environnementaux, les caractéristiques du système public éducatif, ils ont souligné plusieurs indicateurs qui en fait réfèrent à la qualité des écoles. Donc, ils ont rapporté que quand on a un investissement de ressources publiques qui diminue dans une école, quand on a une réussite académique qui diminue, quand on a un taux de décrochage qui augmente, quand on a finalement, c'est des indicateurs qui étaient corrélés à l'augmentation du nombre de familles qui fait le choix de l'apprentissage en famille. Concernant les indicateurs socio-économiques, on parle là de quartiers plutôt défavorisés, mais les éléments vraiment qui ont été soulignés, c'est quand on a par exemple un pourcentage d'enfants qui ont accès à un programme de repas scolaire gratuit ou à taux réduit qui augmente, quand on a plus de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, quand on est dans des quartiers avec une hétérogénéité des revenus ou des quartiers où il n'y a pas d'école privée disponible par exemple, on a encore là une augmentation de la proportion de familles qui ferait le choix de l'apprentissage en famille. Les éléments plus familiaux, donc là on recentre sur la famille. Il y a un auteur qui a quand même créé une courbe qui on montre que la proportion de faire le choix de l'apprentissage en famille va augmenter avec le revenu jusqu'à un certain point où la courbe redescend finalement et ça montre que les familles sont peut-être que la perte d'un salaire des deux parents qui s'arrêteraient de travailler est trop envahissante ou impossible pour cette famille-là et que le choix va diminuer. Enfin, la proportion de familles qui font le choix de l'apprentissage en famille va diminuer. Il y a aussi, selon plusieurs auteurs, une surreprésentation, en tout cas une grosse proportion d'enfants à besoins spéciaux, on parle là d'enfants doués ou d'enfants qui présentent des troubles d'apprentissage, dans le milieu de l'apprentissage en famille. Mais l'ensemble de ces auteurs s'entendent également pour dire qu'il n'y a aucune donnée empirique qui vienne approuver, qui vienne valider cette affirmation. En fait, c'est comme une impression. Et ensuite, dans une enquête nationale aux États-Unis de 2009, comme dans une forme de recensement, ils ont pu comparer certains éléments et les résultats ont montré que les familles qui font l'apprentissage en famille sont des familles, des parents qui sont plus éduqués. Il y en avait 50% qui avaient au minimum un baccalauréat. Dans le reste de l'échantillon, c'était 43%. C'était des familles avec deux parents. À 89% dans cette recherche-là, contrairement à 73% des familles qui envoient leurs enfants à l'école, et dont l'un des deux parents ne travaillait pas. Et là, le chiffre est beaucoup plus élevé, parce qu'il y avait 54% de ces familles-là dont l'un des deux parents ne travaillait pas, et ce chiffre tombait à 21% dans le cadre des familles qui envoyaient leurs enfants à l'école. Ça questionne vraiment la question de l'implication parentale, parce que là on est dans un contexte où un parent va prendre à 100% la responsabilité de l'éducation et de l'instruction de son enfant. Puis finalement dans les recherches sur l'implication parentale, peut-être plus dans le milieu scolaire, il y a plusieurs manières d'étudier cette posture-là du parent. Puis on parle là soit de parents en général, de parents partenaires, qui vont être en réaction face à l'expérience scolaire de leur enfant, donc ils vont s'impliquer dans les devoirs, dans les associations de parents, etc. Mais c'est toujours en réaction face à l'institution parce qu'ils sont obligés de se cantonner à l'espace, qui peut être jugé plus ou moins grand ou petit, qui est laissé par l'institution éducative. Dans un deuxième temps, on parle aussi de parents consommateurs. Donc là, on n'a plus dans une logique de marché, on a le choix entre plusieurs types d'éducation
d'éducation privée, publique, alternative, apprentissage en famille. On parle même de parents qui vont créer des structures à leurs images. On parle par exemple des écoles alternatives publiques ou des écoles à charte. Alors finalement, Goffin et Blomqvist ont voulu proposer un nouveau concept pour étudier l'implication parentale qui serait plus adapté dans le milieu d'apprentissage en famille, mais aussi dans d'autres milieux alternatifs. Et ils appellent ça l'entrepreneuriat parental, qui devrait finalement répondre aux 5 éléments suivants. Donc les parents vont élaborer des nouvelles pratiques éducationnelles. Ça va être la nouvelle pratique qui va être mise en place, va être une solution pour des objectifs éducationnels qui seront non rencontrés dans d'autres milieux éducatifs. On parle là d'une prise de risque économique et sociale. Donc là, on parle des familles où il y a un des parents qui ne travaille pas ou réduit sa tâche professionnelle. Et on parle de risques sociaux parce qu'on se place dans une situation sociale plutôt marginale, donc c'est une prise de risque. Et les 2 dernières, donc on a une remise en question des politiques et une bataille collective pour acquérir une certaine légitimité. Alors ces 2 éléments font plus rapport à l'évolution initiale du mouvement, dans le sens où il fallait que les parents se regroupent collectivement pour batailler et acquérir une certaine légitimité qui consistait à rendre leur pratique légale face à des politiques qui étaient en cours. Je vais en venir aux enjeux. Alors la réussite académique, c'est une grosse question finalement qui est posée aux familles qui font l'apprentissage en famille. Puis il y a quelques revues de littérature qui existent, qui vont aller regrouper plusieurs études uniques sur le sujet. Ça permet de limiter l'impact des biais qui pourraient être repérés dans une étude. Puis, finalement, les tendances générales, c'est que les enfants qui sont instruits en famille performent de façon équivalente ou de façon supérieure à leurs homologues scolaires. Quand il y a un gain supérieur à la moyenne, c'est plus particulièrement dans les habiletés langagières, en lecture, en écriture, qui seraient finalement supérieures aux habiletés plus mathématiques. Les pistes qui sont émises pour expliquer ce fait-là, ça serait qu'on est dans un enseignement avec un ratio très très faible, avec une priorisation à l'enseignement oral et une importance donnée à la lecture. Et certaines études ont montré aussi que la réussite académique pouvait varier en fonction du profil parental. Il y a une étude qui démarre, que je voulais présenter aujourd'hui, c'est celle de Martin Champ et ses collègues, qui date de 2011, qui est comme une première étude qui avait un devis méthodologique très très solide, dans le sens où la variable qu'elle a étudiée, c'est l'approche pédagogique, mais elle a pu contrôler les profils sociodémographiques familiaux. Finalement, ça portait sur la réussite académique, sur 7 éléments. Il y avait lecture, déchiffrement, compréhension, calcul, sciences sociales et arts. Puis les résultats par ordre de performance. Le groupe d'enfants qui suivait l'apprentissage en famille de manière structurée à la maison performait le plus. Ensuite venaient les écoliers. Puis ensuite venaient les enfants qui suivaient un milieu à la maison non structuré, de type unschooling, comme on a pu en entendre parler hier. Et finalement, les conclusions de ces auteurs-là, c'est qu'un enseignement structuré et individualisé serait plus performant au moment testé. Évidemment, rien ne dit que ces enfants-là, rendus à la fin de l'obligation d'instruction, se répartiraient selon le même ordre de performance. Comme toutes les études, elle peut être contestée, elle peut être publiée. C'est ce qui a été fait en 2016 par des auteurs qui expliquaient que quand on a un environnement éducatif, il y a des objectifs de l'environnement éducatif, puis ces objectifs-là vont découler un curriculum et des stratégies d'enseignement. Puis du curriculum et des stratégies d'enseignement vont découler des pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et de ces pratiques d'enseignement et d'apprentissage vont découler les réalisations effectives de l'apprenant qui vont être évaluées selon un mode d'évaluation qui
est cohérent avec l'ensemble de ce processus. Bon. Puis ces auteurs-là montrent que dans le cadre d'un apprentissage en famille non structuré, on n'est pas dans un objectif de développement ou de transmission de connaissances, mais sur quelque chose de plus large, comme le développement de la motivation de l'enfant ou d'estime de soi, et que ces modes d'évaluation-là ne sont pas adaptés, qui ne reflètent pas les réalisations effectives de ces enfants. En ce qui concerne l'accès aux études postsecondaires, donc pareil, je me base sur une revue de littérature de Snyder, qui a recensé tout un tas d'études également. Puisque ça montre, c'est que la tendance globale, donc à l'université, c'est qu'il y a un vécu similaire des enfants, qu'ils aient été instruits à la maison ou pas. Les indicateurs qui ont été étudiés, c'était les résultats des tests standardisés aux États-Unis, qui étaient semblables, donc équivalents. Les moyennes universitaires des enfants, des jeunes, les moyennes universitaires des jeunes étaient équivalentes, qui se poursuivaient dans les années subséquentes de l'université, et la vie sociale sur le campus était jugée semblable également. Les petites particularités que je vous ai soulignées quand même, c'est qu'il y a certains processus d'admission alternatifs dans des universités renommées, notamment aux États-Unis. Les universités de l'Ivy League proposent des processus d'admission parallèles pour les enfants qui ne sont pas allés à l'école, mais que dans certains collèges et certaines universités autres, les enfants devaient faire le même processus d'admission. Et que dans ces cas-là, il y avait peut-être une fréquentation un petit peu inférieure. Et dans un deuxième temps, il y a quelques défis spécifiques qui ont été rapportés dans les études qualitatives. Donc on parle d'enfants, de jeunes, qui ont eu au départ peut-être un tout petit peu plus de difficultés à se soumettre au d'auditoire, à gérer la diversité d'enseignement d'un enseignant à l'autre. Et certains rapportent même une petite timidité sociale au début de leur fréquentation universitaire. Puis ça m'en vient, et puis je finirai par ça, sur une réflexion un petit peu plus générale sur l'éducation alternative. Donc quand on parle d'éducation alternative, puis qu'on fait de la recherche sur l'éducation alternative, soit on va parler d'une éducation différente. Puis, comme on l'a vu dans la critique de l'article de Martin Chambre, là on va rejeter les buts et les enjeux et la conception scolaire d'éducation. C'est très très difficile de faire de la recherche avec les mêmes outils. Normalement, il faudrait créer des outils adaptés à ce genre de contexte alternatif. Puis, l'autre possibilité pour faire de la recherche sur le sujet, c'est de parler d'une éducation. Alors là, c'est meilleur, parce que quand on fait le choix d'une éducation alternative, bon, on ne peut pas dire qu'on veut faire une éducation moins bonne qu'une éducation scolaire. Si on parle d'une éducation qu'on veut évaluer, en tout cas meilleure, elle repose sur un concept beaucoup plus large, qui est celui de la bonne éducation. Ça, c'est un concept qui n'est pas vraiment défini parce que c'est comme un espèce de processus ou de continuum qui va d'une éducation adaptée spécifiquement à un enfant jusqu'à une conception politique et culturelle de l'éducation d'une génération d'enfants au sein d'une société donnée. Donc il faut se situer dans ce curriculum-là. Davis propose, pour essayer de réduire ce concept large de bonne éducation, de se concentrer sur les objectifs, puis les objectifs doivent se rapporter à quelque chose qui est à la formation d'un adulte, d'un futur adulte. Puis lui, il propose que la bonne éducation devrait avoir pour objectif de développer la capacité de faire des choix autonomes, de devenir ce qu'on veut être dans la vie, puis la capacité d'agir selon l'éthique ou selon son propre bien-être et ses intérêts. Moi, je trouve qu'il y a un petit paradoxe ici, parce que l'éthique, son propre bien-être et ses intérêts peuvent quand même pas être alignés des fois. Et ensuite, pour prouver qu'on est en présence ou pas d'une bonne éducation, lui il suggère de se référer aux éléments qui sont contenus dans les droits de l'humain, donc qui sont, je ne vais pas m'étendre ici, mais développement de la personne, respect des droits de l'homme, respect de l'environnement familial, culturel, de la nature, etc. Là, je vais conclure. Donc, en conclusion, finalement, je dis que la recherche sur l'apprentissage en famille est assez complexe, elle est marginale dans la pratique de ces parents-là et dans la recherche également. Il reste des zones d'ombre. Dans le sens qu'on n'a pas d'études sur le long terme, d'études longitudinales qui montreraient vraiment les effets de ce type d'éducation alternative.
Mais dans les tendances qu'on est capable de faire émerger aujourd'hui, c'est une pratique alternative qui fonctionne. Alors, pour les recherches futures, les recommandations, ça serait de revoir la qualité de conception des études, d'aller sur des devis méthodologiques beaucoup plus rigoureux et éventuellement d'aller sur des approches plus transversales et multidisciplinaires dans le sens d'un domaine général d'éducation alternative scolaire ou pas, dans le sens où ça va pouvoir permettre de créer des outils plus appropriés pour les situations qui sont vraiment spécifiques. Et j'ai fini. Merci à vous.